Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un article sur une découverte, sur une recherche d'un laboratoire, de deux laboratoires, un laboratoire allemand associé à un laboratoire japonais, pour vous parler un peu de leur découverte de leur recherche scientifique qui est assez intéressante et qui correspond exactement à ce que j'ai mis dans l'éveil des consciences. Je l'avais mis en avance, hein, parce que ce sont des notions très simples, vous allez comprendre, cette découverte, cette recherche est extrêmement intéressante, et je vais vous l'expliquer en vous lisant des passages du livre pour que vous compreniez le, le côté fondamental justement de cette découverte sur un gène qui accélère d'ailleurs la prolifération neuronale. Alors je vais vous expliquer pourquoi cette découverte très intéressante, elle est à la base de ce qui fait l'homme, c'est-à-dire l'intelligence de l'homme, mais cette intelligence pour pouvoir utiliser, pour optimiser ce gène, a besoin avant d'avoir fait des découvertes, on va dire, techniques, hein, qui permettent justement de pouvoir utiliser ce gène et cette prolifération neuronale. Autrement, une prolifération de neurones dans le cerveau n'a aucun intérêt s'il n'y a pas eu des outils techniques découverts avant par l'homme ou le préhumain. Et vous allez comprendre que c'est extrêmement simple, hein. Souvent, l'outil est avant la fonction. Alors, je vais vous lire cet article qui est très bien, très intéressant. Vous le sors de Futura Science, Futura Santé, hein, c'est Futura Explorer, ex-Futura Science. Très bon site de vulgarisation scientifique qui reprend toutes les découvertes des magazines, toutes les recherches des labos, qui fait un peu un tri avec leurs journalistes et qui passe un peu en revue toutes les expériences et toutes les découvertes, on va dire, des labos dans le monde, des labos de recherche. C'est très bien, une très bonne vulgarisation, Futura Explorer, Futura Santé, c'est très bien. Alors, le titre, ça s'appelle « Un gène humain a permis de grossir le cerveau des singes ». La nouvelle peut fasciner ou donner froid dans le dos. Des chercheurs ont réussi à pirater l'évolution en reproduisant, en accéléré, la transformation du cerveau de singe vers le cerveau humain grâce à un gène accroissant le nombre de cellules souches de neurones. Une expérience interrompue pour des raisons éthiques, mais qui soulève tout de même de nombreuses interrogations sur ce type de manipulation. Si grâce à des manipulations génétiques les singes devenaient aussi intelligents que l'homme, rivalisant avec eux comme dans la planète des singes, ce sujet fascine les scientifiques depuis des années, et une nouvelle expérience nous rapproche un peu plus du livre de Pierre Boulle, adapté au cinéma en 1968. Des chercheurs allemands et japonais affirment avoir hacké l'évolution du cerveau en augmentant le volume du néocortex chez des embryons de Ouistiti. Alors bien sûr, vous allez comprendre, et je vais vous l'expliquer après, si on augmente la taille d'un cerveau, ça n'en fera pas des hommes, parce qu'il faut qu'il y ait des outils avant, des outils que les singes découvrent pour pouvoir optimiser cette mutation aléatoire qui fait proliférer les neurones. Alors, le cerveau humain, fruit d'une lente évolution depuis le singe. 7 millions d'années séparent les grands singes des premiers Homo sapiens. Une lente évolution qui s'est notamment traduite par une augmentation de la taille du cerveau et une modification de sa structure, avec notamment une expansion du néocortex cérébral. Ce dernier, la partie la plus jeune du cortex cérébral au cours de l'évolution, est environ 3 fois plus grande que celui de notre plus proche parent, le chimpanzé. Il est au centre des fonctions cognitives comme le raisonnement ou le langage. Vous allez comprendre que c'est le langage qui est fondamental dans cette histoire, et que si nous n'avons pas fait des découvertes linguistiques fortuites, cette prolifération neuronale enclenchée par une mutation aléatoire n'a aucun intérêt. Une des questions clés pour les scientifiques est de savoir comment le néocortex a pu devenir si grand et nous donner nos capacités cognitives. Alors je dirais plutôt comment le néocortex a été conservé, alors que s'il s'était développé comme ça, sans les outils linguistiques, il aurait été purement inutile, consommant trop d'énergie et n'ayant aucune fonction pour faciliter la survie de nos ancêtres s'ils n'avaient pas eu déjà, par hasard, il n'y a jamais de hasard, mais dans leur évolution, la découverte fortuite d'outils linguistiques qui rendaient ces mutations possibles. Voilà. Une seule petite lettre d'ADN a fait toute la différence. Dans l'étude
paru aujourd'hui dans la revue Science. Wieland Huttner et ses collègues du Max Planck Institute of Molecular Cell Biology and Genetics, basé à Dresde en Allemagne, se sont intéressés au gène ARHGAP11B. Ce dernier, alors ça vous dit rien, mais c'est pas grave, hein, est issu d'une mutation du gène ARHGAP11A. Donc vous voyez qu'il y a une mutation sur le A qui est passé au B, hein, qui s'est produite il y a environ 1,5 million d'années. Donc 1 500 000 ans. Le long de la ligne évolutive qui conduit aux Néandertaliens, aux Denisoviens et aux humains aujourd'hui. On va dire aux sapiens et puis tout ça. Tu vois. Après que cette lignée s'est séparée de celle du chimpanzé, ce gène code pour une protéine connue pour sa capacité à accroître la production de cellules souches de neurones. La mutation, et vous allez voir que j'en parle dans l'éveil des consciences, hein, c'est exactement, je parle de cette mutation, hein, sans la nommer, mais on la comprendra. La mutation dans le gène ARHGAP11B d'une seule lettre génétique, à savoir le passage du C à un G, entraîne la perte de 55 nucléotypes dans la formation de l'ARN messager correspondant. Cela conduit à un changement dans la retranscription des acides aminés dans la protéine, détaille Wieland Huttner. Cette mutation semble avoir immédiatement influencé l'évolution humaine, ajoute le chercheur. En 2015, Huttner avait réussi à accroître la production de cellules souches cérébrales chez des souris, mais avec une version boostée du gène. Cette fois-ci, les chercheurs allemands se sont alliés avec l'Institut central pour les animaux d'expérimentation de Kawasaki de l'université de Keio de Tokyo, pionnier dans la génération des singes transgéniques, pour mener des expériences chez des fœtus de Ouistiti avec des versions normales du gène humain. Bon, alors ils ont dû aller au Japon parce que ça doit être interdit en Europe. Hein. Bon, il faut lire entre les lignes, ça doit être un truc comme ça. Un cerveau plus gros et plus replié. Le gène a été implanté chez un embryon de Ouistiti 3 à 5 jours après l'ovulation. Ils ont ensuite laissé les embryons grandir jusqu'à l'âge de 101 jours, soit 50 jours avant la date de naissance normale. Ils ont ainsi pu contacter 3 évolutions majeures dans le développement cérébral des singes. Une augmentation de la taille du néocortex, une configuration amplie circonvolution qui permet chez l'humain d'augmenter la taille du cerveau tout en tenant dans un volume restreint de la boîte crânienne. Alors en général, ça va ensemble puisque le manque de place fait que ça va plisser. Une augmentation du nombre de cellules progénératives des neurones spécifiquement à ceux de la couche supérieure, ce qui joue un rôle essentiel dans l'évolution cérébrale des primates. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un cerveau tout lisse, hein, il va se plisser parce qu'en fin de compte, il manque de place. Et sur le dessus, vous avez plein de neurones qui après rentrent en interconnexion pour pouvoir analyser le monde. Mais pour ça, il faut qu'il y ait des outils linguistiques pour que ça soit efficace. Autrement, c'est beaucoup trop lent. Pensez en sensation, il vaut mieux une interface sonore de compression de données. Hein. C'est une espèce de mémoire vive de compression de données, vous allez comprendre. Alors, des précautions éthiques draconiennes, de là à créer des singes aussi intelligents et concurrents que l'homme, à l'homme, le pas est loin d'être franchi. Néanmoins, pour éviter toute polémique, les chercheurs ont pris soin de s'entourer de toutes les précautions éthiques. Pas question ici de travailler sur des macaques ou des chimpanzés bien trop proches de l'homme, ni de mener à terme la naissance de singes génétiquement modifiés. Wieland Huttner sous-entend d'ailleurs que des critiques envers l'expérience chinoise. Parce que les Chinois, ils s'en foutent, eux, ils font tout ce qu'ils mangent des chiens et ils peuvent très bien en plus faire des expériences génétiques sur des singes avec du gène humain, ça ne les gêne pas, hein, pourvu que la science avance. Mener à terme la naissance des Ouistiti aurait été irresponsable, car, ça il attaque les Chinois, on ne connaît pas les changements comportementaux induits par les modifications du néocortex, juge le chercheur. On ne saura donc pas pour le moment, ici, si Ouistiti aurait pu jouer aux échecs avec nous. Alors il n'aurait jamais pu, parce que cette mutation n'a de valeur qu'à partir du moment où vous avez en fin de compte des outils linguistiques qui ont été trouvés d'une façon fortuite. Alors, tout ce qui est dans cet article, je l'ai expliqué en fin de compte dans l'éveil des consciences pour ceux qui l'ont acheté, puis pour ceux qui l'ont lu, c'est gratuit sur internet à l'éveildesconsciences.com. C'est ce livre-là, il y a tout un passage sur l'évolution du cerveau dans le bouquin et qui parle justement d'un gène, ce gène fondamental accélérant la prolifération neuronale, mais qui ne peut
en fin de compte, avoir une utilité, donc être sélectionné à partir du moment où il y a déjà un langage évolué avec des notions au moins de temps et des compressions de données en mots. Alors vous voyez, là je fais à peu près l'évolution du cerveau humain, vous avez le schéma, et ça vous l'explique bien. Hein. Donc on voit une prolifération du cerveau, mais on voit qu'à chaque fois qu'il y a une prolifération, un accroissement du cerveau, cet accroissement du cerveau est dû à des outils linguistiques qui permettent l'utilisation de ces neurones. Autrement, ces neurones sont complètement inutiles. Donc à chaque fois qu'il y a un accroissement du développement en volume du cerveau par une sélection de mutations accélérant la prolifération neuronale, il y a derrière un outil linguistique qui permet l'utilisation de cette sélection. Autrement, ça consomme trop d'énergie et un cerveau n'a pas intérêt à avoir une énorme mémoire si cette mémoire est trop lente. Pour que cette mémoire soit utile, il faut absolument qu'il y ait avant des outils linguistiques permettant de penser non plus en sensation, hein, en émotion, mais de pouvoir penser en mots, c'est-à-dire compresser des données sensitives, hein, des données sensorielles, visuelles, olfactives, tactiles, même sonores, en mots, c'est-à-dire tout comprimer, c'est dans un mot, ce qui permet de penser beaucoup plus vite. Comme je dis tout le temps, penser en disant, quand vous avez un lion qui arrive, si vous commencez à dire, à penser avec tous vos sens, avec tous vos cerveaux, essayez de réfléchir avec tous les sens, ça va beaucoup trop lentement, vaut mieux réfléchir en mots, qui est déjà des compressions, ça va beaucoup plus vite. Hein. Les données sont comprimées dans des mots, ce qui permet d'accélérer la vitesse de réflexion et d'analyse. Autrement, ça n'a aucun intérêt. Donc à partir du moment où il y a des progrès linguistiques, on peut avoir une grosse mémoire parce qu'on peut penser beaucoup plus vite et utiliser beaucoup plus vite cette mémoire. Une mémoire trop lente dans la nature, c'est un handicap. Il vaut mieux penser en réflexe conditionné. Voilà. Alors voilà, hein, le petit texte qui va aller avec ce dessin, hein, c'était le merveilleux développement du cerveau humain est dû à des progrès linguistiques qui sélectionnent les mutations, entraînant une prolifération des neurones, générant le développement de zones de mémorisation et de perception sensorielle et des zones d'association accompagnées d'un foisonnement de connexions synaptiques entre neurones. Chaque trouvaille linguistique, notion de temps, compression de données en mots, conjugaison, etc., entraîne obligatoirement une augmentation en volume du cerveau de l'espèce. Donc ce qu'avaient pas compris les chercheurs, c'est que c'est pas le cerveau qui va générer le langage, c'est le langage qui va générer le cerveau. Ou bien oui, le cerveau génère le langage, mais c'est une espèce d'ubiquité, c'est une espèce d'interaction, c'est le langage qui permet la sélection de mutations accélérant la prolifération neuronale. Autrement, ça ne sert à rien d'avoir une prolifération neuronale. Si les animaux n'ont pas un gros cerveau, si par exemple les tigres, les lions n'ont pas un gros cerveau, c'est tout simplement que ça ne leur sert à rien. Il faudrait pour ça avoir déjà un langage évolué qui permet l'utilisation de ce gros cerveau et qui sélectionne à ce moment-là des mutations accélérant la prolifération neuronale pour pouvoir augmenter la taille de la mémoire qui devient utile parce qu'utilisable rapidement. Alors je vais vous lire un petit texte, j'en ai fait plusieurs, allez un petit texte un peu plus long, tu vois, ça va être sympa, c'est l'éveil des consciences, c'est tout sympa de vous le lire, hein, puis pour que vous compreniez un peu l'évolution du cerveau humain. Ce que je suis content, c'est que c'est vraiment une recherche scientifique qui vient corroborer ce que j'ai mis dans mon bouquin, hein, tout simplement, mais moi j'en apporte la cause initiale. Alors, quelle est la cause du développement du cerveau humain et de notre intelligence supérieure? Si le cerveau humain s'est développé d'une façon phénoménale en volume, c'est juste qu'il en a eu la possibilité. Pendant des millions d'années, le développement en volume du cerveau de nos ancêtres s'est fait d'une façon relativement lente. Mais tout s'est accéléré ces 3 derniers millions d'années. Quel phénomène exceptionnel a entraîné le développement de notre cerveau? Certains diront que c'est l'entrée en savane et le changement radical de nourriture, qui est induit par ce changement de milieu qui força nos ancêtres à se rabattre sur une alimentation plus carnée, apportant les nutriments nécessaires au développement d'un gros cerveau. Mais si les protéines et les graisses animales permettent d'apporter des briques moléculaires pour développer un gros cerveau, ce n'est pas la raison principale, car si c'était le cas, les lions et d'autres gros carnivores auraient bien avant nous envoyé des fusées dans l'espace. Donc c'est pas la première cause, hein. De même, le fait d'être capable d'utiliser des objets comme prolongement du corps pour réaliser des activités de survie, c'est-à-dire d'utiliser des outils, aurait concouru au développement de notre cerveau. C'est une des autres hypothèses. L'outil
a bien sûr participé au développement du cerveau humain, mais d'une façon secondaire, car beaucoup d'animaux en utilisent sans pour autant développer un cerveau aussi volumineux que celui de l'homme. On voit les singes dans les termitières, on voit des oiseaux utiliser des outils, casser des escargots avec des cailloux. C'est quelque chose qui est fréquent chez les animaux, mais c'est pas pour ça qu'ils vont avoir un gros cerveau et qu'ils vont atteindre notre intelligence. L'outil a bien sûr participé. Les causes du développement du cerveau humain en volume et en complexité, la cause du développement humain en volume et en complexité est bien plus simple à comprendre et découle directement de l'apparition d'un outil dans la vie des hommes qui a rendu les mutations génétiques positives, entraînant une prolifération des neurones enfin utiles. Car bien que le cerveau soit évidemment essentiel à la survie, le cerveau n'en demeure pas moins un consommateur d'énergie important. Et un gros cerveau qui, s'il n'a pas d'utilité précise, est une perte énergétique brute pour l'individu. Donc, un désavantage pour sa survie. Il faut bien comprendre que la nature est avant tout des contraintes énergétiques, comme nous, comme les États, comme les sociétés, tout est énergétique. Donc, quand tu comprends les choses énergétiquement, ou quand vous comprenez le monde entier. Qu'est-ce qui a donc donné à notre espèce un avantage dans la conservation des individus ayant des mutations entraînant la prolifération de neurones? Tout simplement l'apparition d'un nouvel outil permettant, malgré la consommation calorique que cela entraînait, d'optimiser cette prolifération neuronale. Et ce nouvel outil, c'était le langage complexe avec l'apparition de notions de temps et la compression de données en mots qui permirent au gros cerveau de devenir l'arme et l'outil le plus efficace pour conquérir le monde, le transformer et l'asservir. Sans le langage complexe humain, un gros cerveau avec une grosse mémoire stockée dans un vaste réseau de neurones interconnectés est complètement inutile. Stocker une quantité énorme de souvenirs dans un gros encéphale, souvenirs qui sont des informations perçues par nos sens et correspondent à des neurones stimulés simultanément par nos sens ayant généré des connexions synaptiques qui relient entre eux ce groupe de neurones et qui réactiveront simultanément à des simulations sensorielles semblables, n'a pas d'utilité. Car cette mémoire sans le langage complexe ne peut pas être utilisée rapidement et devient donc complètement inefficace par sa lenteur pour réagir à des situations de survie, qu'elles soient dans la quête calorique comme la prédation ou pour réagir à un danger imminent. Ben oui, il faut réagir très vite. Et si tu n'as pas de langage, donc cette façon de penser par l'analyse, l'analyse donnée par le langage, tu te parles dans ta tête, ça ne sert à rien. En effet, face à une opportunité ou un danger, il est bon d'agir rapidement. Et une grosse mémoire, sans la compression de données en mots et des notions de temps, pour aller chercher ces données dans un passé mémorisé, les analyser, les projeter dans le futur conceptualisé, est trop lourde à gérer et totalement inefficace par la lenteur de l'analyse produite. Imaginez qu'un lion surgisse devant vous, si vous réfléchissez trop lentement à ce que vous allez faire, vous êtes mort. Et pensez à votre situation dangereuse en essayant de l'analyser si vous n'avez pas de langage complexe, c'est-à-dire des mots et des notions de temps, est impossible à effectuer rapidement. Prenez un lion, pensez au lion avec sa forme, sa couleur, son odeur et les sons qu'il produit, en réfléchissant à cela avec toutes les sensations pour gérer le danger et trouver la meilleure solution pour survivre, est un processus bien trop lent pour être efficace. Et sans ce langage complexe humain, la meilleure façon pour survivre et agir rapidement, c'est le réflexe conditionné. C'est-à-dire la capacité de réagir automatiquement à un stress en ayant auparavant mémorisé des actions vécues et en les reproduisant en réaction automatique lors des confrontations à des situations similaires. Le langage, tout simplement, la réflexion, c'est ce qui vient concurrencer, en fin de compte, le réflexe. Le langage avec la réflexion, avec des mots. C'est ainsi que sans langage complexe, le réflexe conditionné est ce qu'il y a de plus efficace pour réagir rapidement à un danger ou à une opportunité. Imaginons que vous ayez été confronté à un lion, sous stress, vous avez eu un petit moment de flottement, puis vous êtes baissé dans les herbes et vous avez couru le plus rapidement possible pour vous réfugier dans un arbre le plus proche, dans l'arbre le plus proche. Ayant survécu à cette confrontation dangereuse et grâce au stress qui va générer par un processus chimique, un épaississement des connexions synaptiques entre les neurones stimulés pendant cet événement, vous allez ancrer ce souvenir dans votre mémoire et permettre, en cas de situation similaire, de réagir automatiquement de la même façon, mais cette fois, plus rapidement,
encore. 100 ans de flottement, car l'information électrochimique de réaction cheminera plus vite dans un réseau synaptique épaissi par l'expérience précédente. C'est ce qu'on appelle un réflexe conditionné. Ben oui, vous créez des autoroutes neuronaux qui permettent à l'information de circuler plus vite. Donc on est tout en réflexe conditionné. Ça marche très vite, mais le langage vient, qui est en partie conditionné, mais vient là-dessus permettre des analyses. Mais au cours de l'évolution humaine, le réflexe conditionné, même s'il garde des avantages dans de nombreuses situations, a été détrôné par le langage complexe, permettant l'analyse par la parole, d'où découlent des actions réfléchies et choisies en toute conscience. Cette nouvelle façon de réagir au milieu a été déclenchée par la découverte fortuite d'outils de communication qui ont révolutionné l'évolution humaine. Le premier outil qui transforma un singe bipède en un être humain fut l'introduction de notions de temps dans le langage. Cet outil linguistique qui fit l'homme est consécutif à la bipédie et à notre entrée en savane. Dans les vastes plaines herbeuses, les membres supérieurs libérés de la locomotion peuvent servir à tenir des outils pour frapper et lancer, mais le plus souvent par le pointage, c'est montrer du doigt, c'est-à-dire de montrer avec le doigt tendu, servir à indiquer le sujet de notre attention, mais aussi indiquer d'où nous venons et où nous allons. Indiquer la flèche du temps, indiquer d'où je viens, en montrant derrière soi le passé, c'est-à-dire indiquer le passé, et indiquer où je vais en montrant devant soi, c'est-à-dire le futur. Je vais, je viens, c'est le pointage. Le singe bipède était devenu l'homme, un être capable de communiquer avec des gestes, des notions de temps. Il ne lui restait plus qu'à ajouter des sons sur ses gestes et plus tard enlever les gestes, et l'homme se retrouvait avec des notions de temps dans son langage lui permettant de parler du passé et par là d'épaissir des connexions synaptiques correspondant à des souvenirs et ainsi d'ancrer dans sa mémoire, dans son cortex, pour mieux le stocker et l'utiliser. Et surtout, de parler de l'avenir, permettant en groupe d'organiser des actions futures complexes en vue de maîtriser, de conquérir le monde. Oui, l'homme, par son langage, peut préméditer en groupe des actions et organiser des actions, et c'est là-dessus qu'il a une suprématie sur tous les autres animaux, puisqu'il peut organiser son avenir, organiser des chasses, préméditer et se jouer dans la chasse de toutes ses proies et même des prédateurs. L'homme historique était né, parlant du passé pour ancrer dans son cerveau l'histoire du groupe, qui est un répertoire d'actions correspondant à des situations salvatrices, et parlant du futur pour, en groupe, maîtriser et conquérir l'univers par l'action réfléchie, organisée et préméditée. L'acquisition de ces outils linguistiques extraordinaires, qui correspondaient au départ à des sons très basiques, permettant de s'extirper du présent, de l'ici et maintenant, pour basculer dans le passé ou le futur par la projection mentale, rendit la mémoire utile en enclenchant et enclencha la conservation des mutations, accélérant la prolifération neuronale. Donc c'est ces outils linguistiques découverts fortuitement, mais bien sûr il faut avoir un bon cerveau de primate avant, qui à ce moment-là rendent utile cette prolifération neuronale, donc ces gènes sur lesquels ces chercheurs allemands et japonais travaillent et ces gènes qu'ils étudient. C'est à partir de ce moment-là que le cerveau s'est mis à grossir, car il pouvait utiliser, stocker de la mémoire. Autrement, si vous n'avez pas de langage, avoir une grosse mémoire ne sert à rien, elle est trop lente, tout simplement. Parallèlement, l'homme maîtrisant les notions de temps, il était utile à celui-ci de stocker un maximum de données pour pouvoir les utiliser par l'analyse dans la conquête du monde. C'est ainsi que le vocabulaire se développa, vocabulaire qui correspond à des compressions de données en sons que l'on appelle les mots, mots qui correspondent à des choses et à des concepts ressentis, donc des choses sensorielles. Grâce aux mots, il n'était plus besoin de penser en permanence le monde en sensations utilisant trop de neurones et d'énergie, et véhiculant trop lentement une information trop lourde. Il n'y avait plus, en cas de danger, à penser lion avec tous ses sens, c'est-à-dire à la forme, à la couleur du lion, au son. On n'avait plus à penser, c'est-à-dire au lion, la couleur du lion, et au son qu'il produit, à l'odeur qu'il dégage, à la consistance. Bien trop de données ralentissant la réflexion. L'homme n'avait donc qu'à penser lion, le son symbolique correspondant à toutes ces données, pour conceptualiser l'animal sans approfondir sa représentation sensorielle. Donc ça va beaucoup plus vite parce qu'on a des sons. À ce moment-là, on peut avoir une grosse mémoire et ces gènes sur lesquels travaillent ces chercheurs sont utiles. Donc Ouistiti, si on lui fait grossir le cerveau, ça ne lui servira à rien puisqu'il n'a pas de langage. Ça va le ralentir. Il utilisera peut-être un peu mieux des outils,
mais il restera extrêmement lent et dans la jungle ou dans la forêt, ça ne lui servira à rien du tout ou à pas grand-chose. Il faut, pour avoir un gros cerveau, avoir d'abord un langage. Et c'est le langage qui permet d'avoir un gros cerveau avant tout. Donc c'est d'abord le cerveau grossit, à chaque outil linguistique qui grossit de plus en plus. Découvert fortuitement, bien sûr. Un seul son pour remplacer une énorme somme d'informations sensorielles, la compression d'une grande quantité de données dans une seule vibration sonore, le mot permit à l'homme d'accélérer la réflexion face au danger ou à une opportunité rendant l'analyse de la situation par le langage enfin utile. L'homme confronté à un lion pouvait fuir en réflexe conditionné, ou mieux encore, analyser rapidement dans sa tête par un langage complexe la situation et choisir en toute conscience la solution qui lui paraissait la meilleure, déroutant par là les prédateurs habitués à des proies aux réactions stéréotypées ou à des proies habituées aux prédateurs aux réactions programmées. L'homme, par l'analyse rapide donnée par la compression de données en mots et par le maniement de notions de temps lui permettant d'anticiper, devint un prédateur et une proie imprévisible, capable d'analyser et d'anticiper ses actions de fuite ou d'attaquer, et non pas seulement de réagir en réflexe conditionné. Le langage complexe permit à l'homme de devenir le super prédateur qui allait maîtriser la nature et la transformer pour la plier à ses désirs et à sa volonté de puissance. C'est ainsi que, doté de notions de temps permettant de jongler avec des mots qui sont des compressions de sons, de données sensorielles lourdes correspondantes à des choses et des concepts, une grosse mémoire devint utile, car l'homme pouvait enfin analyser et penser rapidement pour réagir à ce qu'il percevait du monde par ses sens. À partir de ce moment-là, toutes les mutations entraînant des proliférations de neurones dans le cortex devinrent positives, augmentant la mémoire de l'homme et du même coup la taille de son cerveau. Et chaque perfectionnement de langage, chaque trouvaille linguistique, découverte fortuitement au cours des conversations du groupe, et qui facilitait les communications des individus et le maniement d'informations, rendait le développement en volume du cerveau de plus en plus utile. Si le cerveau humain a explosé en volume, c'est donc juste en réaction à des découvertes linguistiques fortuites qui, au cours de l'évolution humaine, se sont succédées, entraînant du même coup, à chaque progression linguistique du langage, par réaction, un développement du cerveau en volume et en complexité. Donc vous voyez que c'est le langage qui a permis le développement du cerveau, puisqu'à ce moment-là, une prolifération neuronale devient utile. Donc on avait mis la charrue avant les bœufs dans notre réflexion humaine, et c'est tout simplement en inversant qu'on peut comprendre l'évolution humaine. Et c'est très intéressant ce que les chercheurs ont fait là, puisqu'ils ont découvert les gènes accélérant le développement du cerveau en volume, donc la prolifération neuronale. Mais ces gènes ne peuvent avoir d'utilité uniquement s'il y a d'abord acquisition d'un langage complexe, comme je dis tout le temps, d'une façon fortuite. On découvre les choses fortuitement. Et à partir du moment où ce langage est transmis culturellement, le cerveau peut grossir d'une façon génétique, par sélection génétique aléatoire, mais avant, il y a cette découverte du langage. Donc c'est langage, transmission culturelle qui favorise sélection génétique aléatoire. Tout est lié dans ce monde si merveilleux qui donne l'homme, tout est logique. Donc très très bonne recherche, voilà, petite vidéo de pas loin d'une demi-heure que j'avais envie de faire parce que cette découverte, cette recherche, on va dire plutôt, de ces laboratoires allemands, met en lumière la profondeur de mon bouquin. Vous pouvez la voir, L'éveil des consciences, gratuit sur internet pour le moment. Il va être réédité avec pas loin de 800 pages, là il y a 500 et quelques. C'est sur l'évolution humaine, et c'est ce qui explique l'évolution humaine du début à la fin, et ce qui fait l'homme, jusqu'à la naissance de Dieu, des religions, pourquoi Dieu dans l'homme, pourquoi Dieu est apparu, tout est lié, d'ailleurs c'est le cadre physique du monde qui crée notre spiritualité, mais c'est la spiritualité qui crée le cadre physique du monde, vous voyez, tout est lié. C'est ça qui est formidable, ça va dans les deux sens. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. J'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu technique, mais elle vous permet de comprendre l'homme, l'homme, le seul animal avec l'éléphant, capable de parler avec des notions de temps dans le langage. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt et paix sur terre.